Bonjour à tous et bienvenue sur Science et Geek. La vidéo d'aujourd'hui est en fait une réponse à une question. Ce qui nous permettra d'aller un tout petit peu plus loin dans le cours, même j'allais dire au-delà du programme. Mais si c'est pour satisfaire la curiosité et répondre à des questions, ça ne me dérange pas. Donc la question que j'ai reçue est la suivante. Voilà le pavé. Donc, je ne comprends pas comment, au moment du Big Bang, les atomes d'hydrogène, d'hélium, etc. se sont créés, alors que quand nous avons travaillé sur les atomes, on a vu que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, comment, quand il n'y avait rien avant, en quelques minutes, on se retrouve avec des atomes d'hydrogène, d'hélium, etc. Donc, vous vous souvenez de cette formule, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, d'Antoine Lavoisier, qu'on avait vu effectivement sur le chapitre des atomes. Donc c'est bien de s'en être souvenu déjà, et la formule elle-même est importante, et je pense que parmi les phrases célèbres en sciences, celle-ci est à retenir, parce qu'elle est quand même historiquement intéressante et aussi scientifiquement. Donc est-ce que les atomes d'hydrogène et d'hélium qui se sont formés lors de la nucléosynthèse primordiale se sont formés à partir de rien ? Eh bien non, on n'est pas allé jusque-là parce qu'on est hors programme sur justement cette question-là, mais on peut le faire rapidement. Donc, d'où est-ce que viennent ces atomes ? Eh bien, ils viennent des particules. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un noyau, c'est fait de particules, et ces particules sont apparues à partir de quelque chose. Et la réponse est dans cette très célèbre formule que vous connaissez au moins par la connaissance populaire, E égale mc2, c'est hyper connu comme terme, ça vient donc d'Albert Einstein. Et la question, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, ce que ça signifie, on peut en parler rapidement. Alors, dans cette formule, le M, c'est pour la masse. Le E, c'est pour l'énergie de masse de la particule considérée. Et le C au carré, c'est la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière au carré. Cette formule exprime l'équivalence entre la masse d'une particule et une énergie. Dans certaines conditions, la masse d'une particule, qui pour vous en fait est une quantité de matière, cette masse elle peut être transformée en énergie, dans certaines conditions, je répète, et inversement, une énergie peut être transformée en masse, en particules massives. Encore une fois, dans certaines conditions. Mais prenons un exemple pour comprendre. Imaginons qu'on prend 1 gramme de particules, de matière, de noyau. Cette masse de 1 gramme représente 10 puissance moins 3 kg, je vous rappelle, on reste dans le système international, donc en kilogrammes. La célérité, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, ce qui donne dans le système SI, système international, donc 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Si je veux calculer l'énergie de masse de ce gramme de particules, et bien l'énergie de masse de ce gramme de particules vaut 10 puissance moins 3 fois 3 10 puissance 8 au carré, ce qui donne 9 fois 10 puissance 13 joules, c'est-à-dire 90 000 milliards de joules. Ce qui, si vous vous souvenez un tout petit peu des calculs d'énergie que l'on a fait lorsqu'on a parlé d'énergie cinétique, d'énergie potentielle. 90 000 milliards, c'est monstrueux. Vraiment monstrueux. C'est l'énergie équivalente au gramme de matière. C'est-à-dire que ce gramme de matière pourrait être transformé dans certaines conditions en 90 000 milliards de joules. Et ce n'est pas de la disparition. C'est de la transformation. Donc on rejoint la formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il existe possibilité de transformer la masse d'une particule en énergie ou inversement une énergie en particules massives. C'est-à-dire qui ont une masse. Donc pour répondre à la question, les particules qui ont donné naissance au noyau d'hydrogène et d'hélium dans les quelques minutes qui ont suivi le Big Bang ne sont pas apparues de rien, elles sont apparues d'une énergie. Et du coup,
si on voulait aller plus loin dans la question, ce serait de demander d'où vient l'énergie du Big Bang, puisque finalement, au départ, c'était une énergie. Et là, moi, j'ai pas la réponse. Mais j'aimerais bien l'avoir. Mais là, on arrive aux limites de nos connaissances, et c'est un petit peu les grands mystères de la science, là. Et là, vous vous dites peut-être, mais en quoi est-ce que ça me concerne ? Ça ne va pas illuminer ma journée, tout ça. Eh bien, si. Prenons un exemple. La fission d'un atome d'uranium-235. Plutôt du noyau d'un atome 235. Le noyau d'uranium-235, c'est un énorme noyau, 92 protons, 143 neutrons. Il est fissile, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, lorsqu'il est percuté par un neutron, de se briser en deux autres noyaux, ici césium 140, rubidium 92. Si on détermine la masse initiale, atome noyau d'uranium 235 plus neutron, et qu'on détermine la masse finale, césium, rubidium plus 2 neutrons, une énergie est extraite de cette transformation, on va en parler juste après. Si on compare la masse initiale et la masse finale, on se rend compte que la masse initiale est plus importante que la masse finale, c'est-à-dire que dans cette transformation, on a perdu de la masse. Et là, vous me voyez venir avec mes gros sabots. La masse n'a pas disparu, elle s'est transformée en énergie selon la formule dont on a parlé, donc E égale mc2. E égale mc carré. C'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Donc si ce E égale mc2 illumine vos journées, puisqu'il produit l'électricité qui éclaire votre maison. Haha. Mais ce n'est pas tout. Exemple 2, la fusion de l'hydrogène. Vous vous rappelez de ce schéma, on l'a vu quand on a parlé de la nucléosynthèse stellaire. Au départ, deux noyaux d'hydrogène, en fait, protons, dont on peut déterminer une masse, la masse. Les produits, un proton, un neutron, un positron, un neutrino, on ne rentre pas dans le détail, mais on peut déterminer la masse aussi. Si on compare la masse initiale avec la masse finale, on se rend compte que la masse initiale est plus importante que la masse finale, c'est-à-dire que lors de cette transformation, il y a une perte de masse qui n'a pas disparu, mais qui, elle aussi, s'est transformée en énergie selon la formule E égale mc2. Et cette transformation se produit dans les étoiles. Ça illumine pour la deuxième fois votre journée, si c'est pas beau. C'est la fusion nucléaire. Donc fusion nucléaire, quand on fusionne des noyaux, l'inverse de la fission en quelque sorte, puisque dans la fission on fragmente les noyaux. Dans ces deux phénomènes nucléaires, la fusion et la fission, on récupère une énergie qui est issue de la masse, qui diminue très légèrement pendant cette transformation. Donc on a une transformation de masse en énergie à ce moment-là. En quoi ça nous intéresse dans la vie de tous les jours, à part d'avoir de la lumière, soit par nos éclairages électriques, soit par le soleil? Ça nous intéresse à double titre, puisque actuellement, 35 pays de par le monde sont penchés sur un projet qui est le projet ITER, donc un projet scientifique et technique. Donc ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, merci pour l'accent en anglais, sinon on peut le faire en français. Réacteur thermonucléaire expérimental international, qui est localisé en France, un petit peu au nord d'Aix-en-Provence, et qui a pour but de vérifier la faisabilité scientifique et technique de la fusion nucléaire comme nouvelle source d'énergie. Vous savez que j'ai parlé des centrales nucléaires il y a quelques minutes là. Les centrales nucléaires que l'on peut voir et visiter
qui produisent le gros de notre énergie électrique sont des centrales qui extraient de l'énergie de la fission nucléaire, c'est-à-dire que on brise des atomes d'uranium, ça libère de l'énergie, on utilise cette énergie pour chauffer de l'eau, faire tourner des turbines et des alternateurs et récupérer de l'énergie électrique. En gros, là, l'idée, ce serait de faire la même chose, mais avec de la fusion. On n'aurait donc plus besoin d'uranium, on pourrait utiliser de l'hydrogène. Et ça nous arrangerait bien parce que l'uranium, à force de l'utiliser dans les centrales, on n'en aura plus. Alors que l'hydrogène, c'est une ressource qui est beaucoup plus abondante. Donc on aurait de cette façon une source d'énergie nouvelle, plus propre, on l'espère, et aussi plus durable. C'est le plus gros projet scientifique mondial actuel. Il n'y a qu'à se pencher sur le budget, 20 milliards d'euros. Alors, vous voyez là, il y a la liste des principaux pays qui sont impliqués. Donc, la Chine, l'Union européenne, qui est très très impliquée, c'est le principal contributeur au niveau du budget. L'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis. Ça fait du monde. On est vraiment sur le gros projet quasiment planétaire scientifique. On espère que ça va marcher. Mise en marche, prévue, décembre 2025. Si ce projet ITER confirme que c'est faisable, scientifiquement et techniquement, alors peut-être que nos centrales nucléaires actuelles seront remplacées dans, alors c'est pas pour demain, dans 20, 30, 40 ans, par des nouveaux réacteurs nucléaires à fusion, peut-être. Voilà, donc une petite question qui nous a permis d'aller plus loin dans le cours, d'étudier la notion de fission et de fusion nucléaire que vous allez devoir repréciser pour la prochaine fois. Et donc, sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée grâce à la formule d'Einstein et je vous dis à très bientôt.